Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce dernier webinaire de notre série sur les marchés de l'Afrique australe. Et pour cette dernière édition, on fait exception à la règle puisqu'on tiendra ce webinaire en français, les autres ayant eu lieu en anglais. Alors, je me présente brièvement. Je m'appelle Catherine Boens, je dirige le bureau de l'Agence wallonne aux exportations et aux investissements étrangers à Johannesburg. Et aujourd'hui, nous parlons des marchés de l'océan Indien, La Réunion, Madagascar et Maurice. Alors, tout de suite, je vous partage mon écran. Voilà, si ça fonctionne. Et je vous présente nos intervenants. Nous avons tout d'abord Monsieur Jacques Massard, qui est président de la Chambre CBL-ACP, qui a été notre partenaire pour cette série de webinaires et qui vous dira un mot sur les activités de la Chambre. Ensuite, je vous présenterai nos trois marchés de manière assez synthétique pour vous donner quelques indicateurs et repères sur la situation économique et le climat des affaires. Et nous passerons ensuite à la partie la plus intéressante de cette session avec le partage d'expériences de nos experts. Et on parle d'experts non pas au sens théorique du terme, mais bien au sens pratique, puisqu'ils sont tous les trois des hommes d'affaires expérimentés sur ces marchés. Je les remercie d'avance pour leur contribution. Nous avons Monsieur Michel Moreau, à Maurice, directeur de la société AFIX, représentant local de la CBL-ACP également, et président de notre Belgian Business Club. Ensuite, nous avons Monsieur Alain Châtel, qui est propriétaire et CEO des distilleries Châtel à La Réunion et qui est également notre consul honoraire pour la Belgique. Et enfin, Monsieur Thierry Losfeld, qui est CEO de la société SQ Vision à Madagascar et qui est notre conseiller belge en diplomatie économique. Alors, on garde pour la fin aussi une session de questions-réponses en fin de webinaire et je vous invite donc à utiliser l'outil chat de Teams pour nous laisser vos questions par écrit. Et c'est notre collègue Marty qui nous a récemment rejoint à Bruxelles en tant qu'analyste pour les marchés africains qui va monitorer ce chat pour être sûr qu'on adresse bien toutes vos questions en fin de webinaire. Voilà, alors sans tarder, je vais passer la parole à Jacques. Donc, j'arrête mon partage. Voilà, et Jacques, vous pouvez partager votre écran du coup. Parfait. Un grand merci Catherine. Bonjour à tout le monde. Je vais partager mon écran. Voilà. Voyez-vous mon écran? Oui. Parfait. Voilà, je vais enlever ceci. Sorry. Ça c'est ennuyant. Non, sorry. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'en va pas. Ok, bonjour à tous. Donc, je suis Jacques Massard, je suis le président de la Chambre CBL-ACP. Je vais vous faire une brève présentation de la Chambre et de ses avantages. Voilà, donc la Chambre, c'est une dame qui a 60 ans déjà. Son siège est à Bruxelles, en Belgique, bien sûr. Nous représentons la Belgique et le Luxembourg auprès des pays ACP et inversement, l'idée étant de pouvoir contribuer aux échanges économiques entre les deux parties, j'allais dire. Nous avons des représentants dans plus de 30 pays. Attendez, je suis ennuyé avec ça. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne bouge pas. Voilà, nous avons des représentants dans plus de 30 pays. Nous comptons plus de 150 membres également et multisecteurs, c'est-à-dire que nous travaillons dans les secteurs de la pharmacie, du transport, de l'ingénierie, de la construction, de l'éducation, etc., etc., etc. La Chambre est pilotée par un comité de direction, un comité d'administrateurs qui est constitué de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, d'académiciens, de consultants internationaux. Et nos membres comptent, entre autres, le Antwerp World Diamond Center, B6, Brussels Airlines, DEME, Yann de Nul, Siemens Ingénierie et également une centaine d'entrepreneurs et de PME. Alors, l'idée, évidemment, c'est d'offrir à nos membres des opportunités de se propulser dans les différents pays dans lesquels nous sommes représentés et j'espère au-delà. Donc, nous donnons un accès à un réseau influent et exclusif. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous sommes représentés dans une trentaine de pays avec des personnes et des personnalités qui sont, je vais dire, expérimentées dans ces marchés.
avec lesquels nous avons des contacts réguliers. Nous offrons des opportunités stratégiques et des informations clés justement dans ces marchés via, entre autres, les contacts que nous y avons. Nous offrons un support et une expertise sur mesure, c'est-à-dire que nous sommes en contact régulier avec nos membres en fonction des secteurs d'activité qu'ils visent, en fonction des marchés sur lesquels ils souhaitent se développer. Donc là, nous pouvons proposer des solutions sur mesure. Alors, nous pouvons faire de la représentation et du lobbying, une fois encore, via nos différents contacts sur place. Et alors, ce qui est très, très important, et je le vis moi-même, étant moi-même un chef d'entreprise, c'est que nous permettons aux exportateurs d'être locaux immédiatement ou opérationnels immédiatement à leur arrivée sur un marché, puisque directement, ils sont pris en charge, enfin, ou en tout cas assistés par les réseaux locaux que nous avons, donc leur réseau, puisque la Chambre leur appartient également, donc c'est notre réseau, Chambre, membres et représentants locaux. Donc, je vous invite à rejoindre la Chambre pour développer vos affaires dans les pays ACP, grâce à ce réseau puissant, une expertise locale et un accès exclusif à des décideurs clés. Et sur les marchés de l'océan Indien en question, dont nous parlons aujourd'hui, nous avons notre représentante à Bruxelles, Madame Jennifer Lefébure, et Catherine a présenté notre représentant local. Et donc, je vous invite à nous contacter via notre adresse email générale qui est info@cblacp.be. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que je pense que l'important, effectivement, est de pouvoir rentrer en matière sur les marchés que les trois experts de l'AWEX vont nous présenter. Et après, je vous attends à la Chambre, comme ça on peut commencer à discuter affaires pour rentrer dans ces marchés. Je vous remercie pour votre attention. Merci Jacques. Et donc, je partage à mon tour la présentation sur les trois marchés. Voilà. Alors, donc on va parler de la Réunion, de Madagascar et de Maurice. Donc, c'est trois marchés avec trois réalités extrêmement différentes et on a un temps limité. Donc, je vais essayer de faire de courtes présentations pour laisser un maximum de temps à nos panélistes pour partager leur expérience. Et comme je l'ai dit, on terminera par une session de questions et réponses. Alors, un petit peu d'histoire. La Réunion, c'est une île qui est découverte par les navigateurs portugais au début du XVIe siècle et qui sera annexée par les Français en 1642. Elle était inhabitée à l'époque et les colons français ont commencé à s'y installer à la fin du XVIIe siècle en introduisant la culture du café et de la canne à sucre. Pour ce faire, ils ont recours à l'esclavage en important des esclaves d'Afrique, de Madagascar, d'Inde, jusqu'à l'abolition de l'esclavage en 1848 à l'initiative de la Seconde République française. Après l'abolition de l'esclavage, la Réunion a connu une période de crise économique et encouragé l'immigration de travailleurs engagés, principalement des Indiens, pour remplacer la main-d'œuvre servile dans les plantations. En 1946, la Réunion devient un département d'outre-mer français, ce qui marque le début de la modernisation de l'île avec le développement des infrastructures, des services publics et une amélioration des conditions de vie. Alors, au niveau de la situation politique, la Réunion est bien sûr marquée par son statut de département et de région d'outre-mer de la France, donc un statut DROM. Elle bénéficie donc de l'application directe du droit français et des aides nationales et européennes, mais bien sûr, il y a des adaptations législatives qui peuvent être mises en place pour tenir compte des spécificités locales. La politique locale est souvent dominée par les questions socio-économiques telles que le chômage qui est élevé, notamment chez les jeunes, et les inégalités sociales. En résumé, la situation politique à La Réunion est marquée par l'intégration dans la République française tout en étant confrontée à des défis locaux qui exigent des politiques adaptées pour répondre aux besoins de la population. Alors, au niveau du climat des affaires, c'est une culture essentiellement française. Elle bénéficie des mêmes accords commerciaux et des accords de libre-échange que la France et l'Union européenne. Et elle est également membre de la COI, la Commission de l'océan Indien. Alors, à La Réunion, on a certaines spécificités fiscales et réglementaires qui s'appliquent aux affaires en raison de son statut de région ultra-périphérique de l'Union européenne et de département d'outre-mer français. Et parmi ces particularités, l'une des plus importantes, c'est l'octroi de mer, qui est une taxe spécifique sur l'importation de biens et la production locale. Elle vise à compenser les handicaps économiques liés à l'insularité et à encourager le développement de la production locale en rendant les produits importés plus coûteux. Donc ça, c'est important à savoir quand on veut faire du business avec La Réunion. Et on peut aussi citer
avait une TVA réduite par rapport à la métropole, puisque la TVA à La Réunion est de 5,5 à 8,5% en fonction des produits. Et ils ont également un régime douanier qui leur est propre. Alors, en termes de taille de marché et de potentiel, La Réunion est évidemment un petit marché de 2512 km², avec une population de 873 000 habitants, ça c'est l'estimation 2023, et 25% de cette population est concentrée sur seulement 25% du territoire en raison du relief montagneux de La Réunion. 42% de ce territoire est également classé patrimoine UNESCO. Au niveau de la communication, c'est facile, le français étant la langue officielle qui est utilisée dans l'administration, l'éducation, les médias, etc. Mais le créole est également une langue très répandue et largement utilisée dans la vie quotidienne et les interactions informelles. Au niveau de la monnaie, encore une fois, c'est assez simple puisqu'on utilise l'euro. Et je voulais également mentionner le métissage culturel, qui est un élément clé de l'identité de l'île. Alors, en termes d'infrastructures et de secteurs, les infrastructures de La Réunion sont modernes, elles sont diversifiées, mais les caractéristiques géographiques de l'île nécessitent des adaptations et des investissements continus pour améliorer la résidence et l'accessibilité. En termes de secteurs, on a les filières structurantes, notamment l'agroalimentaire, le tourisme, les énergies renouvelables, la construction et le numérique. Et puis, il y a des filières émergentes avec l'aérospace, surtout les drones, les soins aux personnes et les ICC, les industries créatives et culturelles, avec notamment une volonté de présenter La Réunion comme une terre de tournage pour l'industrie du cinéma. Voilà, alors rapidement, pour le contexte économique, je vous partage quelques indicateurs chiffrés. La Réunion a un PIB de 21,7 milliards, un PIB par habitant de 24 600 euros. Le taux de croissance est de 2,7% en 2022 et l'inflation reste inférieure à l'inflation en métropole puisqu'elle était en 2022 de 3,6%. En termes d'importation-exportation, La Réunion importe principalement de France, 59%, également d'Asie, et en numéro 3, c'est l'Union européenne hors France et la Grande-Bretagne, 13%. Et elle exporte ses produits également en premier lieu vers la France. 29% des exportations de La Réunion vont en France, en Asie, 24%, et vers les autres marchés de l'océan Indien, à raison de 15%. En ce qui concerne les relations commerciales avec la Belgique, on sait que les échanges commerciaux sont assez limités. Par contre, on ne dispose pas de statistiques claires puisque La Réunion n'est pas un pays. Et donc, quand on regarde les statistiques belges, on n'a pas de statistiques précises sur les échanges avec La Réunion en tant que telle. Mais on sait que les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, les produits agroalimentaires et les équipements industriels concernent les principaux produits échangés avec La Réunion. En termes de risques et de challenge, bien sûr, La Réunion importe la majorité de ses biens de consommation, donc ça crée une forte dépendance vis-à-vis des fournisseurs extérieurs. Je l'ai mentionné, il y a l'octroi de mer. Les entreprises étrangères doivent tenir compte de cette taxe qui est en fonction des produits de 0 à 30%. La petitesse du marché, effectivement, c'est un tout petit marché et donc il est souvent intéressant d'adopter une approche régionale avec les autres marchés de l'océan Indien. Et enfin, les risques climatiques. La Réunion est exposée aux cyclones tropicaux et autres phénomènes naturels extrêmes qui peuvent perturber les activités économiques et notamment dans le secteur de l'agriculture, du tourisme et de la logistique. Voilà, ça, c'était pour notre premier marché, La Réunion. Madagascar, également un petit mot d'histoire sur Madagascar. Donc, c'est également une ancienne colonie française. Elle obtient son indépendance en 1960 avec Philibert Tsiranana comme premier président, mais son régime est critiqué pour son lien étroit avec la France et le régime est finalement renversé en 1972. Madagascar entre alors dans une période socialiste avec nationalisation des entreprises et rapprochement de l'URSS. Et c'est à partir des années 1990 qu'on revient au multipartisme. Et là, on voit une politique malgache qui devient plus instable avec des coups d'État, des contestations, des crises politiques et évidemment des difficultés économiques. La situation politique actuelle, on a eu en novembre 2023 les dernières élections présidentielles. Le président sortant, Andry Rajoelina, a été réélu dans un contexte qui était marqué par des tensions politiques et des accusations de fraude électorale. Et cette année, en mai, on a eu les élections législatives. Le parti présidentiel a obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Au niveau du climat des affaires, on est dans un contexte tout à fait différent du marché précédent.
On a, bon, bien sûr, Madagascar fait partie de plusieurs accords commerciaux avec les États-Unis, l'AGOA, avec l'Europe, l'APE, participe également aux trois communautés économiques régionales, COMESA, SADC et la COI. Mais Madagascar, contrairement à la Réunion, présente un taux de corruption élevé. Le pays est classé 142e sur 180 et il y a également une forte dépendance à l'égard de l'aide étrangère. Taille du marché également très très différent du marché précédent puisqu'on a un grand pays de 587 000 km² avec 29 millions d'habitants, mais 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté qui est fixé à 2,5 $ par jour. En termes de communication et de monnaie, les langues officielles sont le malgache et le français, et la monnaie, c'est l'ariar, 1 euro valant approximativement 5000 ariars. Les infrastructures et les secteurs forts, on notera la faiblesse des infrastructures routières, d'eau et d'électricité. Le pays présente un potentiel agricole et halieutique. Le pays dispose également d'importantes réserves minières et on y voit ces dernières années un développement positif de l'industrie du tourisme. Et alors, à noter également, le secteur de l'habillement représente 15% des exportations de Madagascar. Quelques chiffres au niveau des indicateurs. Le PIB en 2022 était de 15,3 milliards de dollars, un PIB par habitant de 523 $, ça le place parmi les pays les moins développés du monde, un taux de croissance de 4% en 2023 et une inflation de 10,5%. Alors, Madagascar importe principalement de Chine, 22% des produits importés à Madagascar viennent de Chine. L'Union européenne arrive en deuxième position avec 12% et le Sultanat d'Oman en troisième position avec 11%. Madagascar exporte vers l'Europe en premier lieu, 26%, ensuite vers les États-Unis et vers la Chine. En termes de relations commerciales avec la Belgique est le deuxième fournisseur européen de Madagascar et on y exporte principalement des produits pharmaceutiques à raison de 45%, des véhicules et accessoires et également des machines et équipements mécaniques. On est par contre le 7e client de l'Union européenne, le 7e client européen de Madagascar, pardon. On importe seulement 3% des produits qui viennent en Europe arrivent en Belgique et il s'agit principalement de café, thé, épices, de minéraux et de cacao. Alors en termes de risques et d'opportunités, Madagascar est bien sûr vulnérable au changement climatique. Mais on voit également des défis liés à la gouvernance, avec notamment des changements brusques de politique commerciale, un manque de transparence, des retards importants dans l'octroi des licences. Et en termes d'opportunités, on peut citer un nombre important de programmes de coopération au développement. Voilà pour Madagascar. Et notre troisième marché aujourd'hui, c'est l'île Maurice. Alors, l'île Maurice, elle a été tout d'abord exploitée, les ressources naturelles de l'île Maurice ont d'abord été exploitées par les Hollandais, mais ils abandonnent l'île en 1710 et les Français en prennent possession jusqu'en 1810. Sous leur administration, l'île connaît un développement significatif, notamment sous le gouverneur de la Bourdonnais, et l'île passe ensuite sous contrôle britannique. Les Anglais vont abolir l'esclavage en 1835 et introduire les travailleurs sous contrat indien qui ont profondément influencé la culture et la démographie de l'île. Maurice obtient son indépendance en 1968 et devient ensuite une république en 1992. Alors la situation politique actuelle, l'île Maurice est souvent citée en exemple pour sa stabilité politique et sa démocratie solide. Le système mauricien est basé sur une démocratie parlementaire multipartite avec des élections générales tous les 5 ans. Cette stabilité politique a permis à l'île Maurice de se développer économiquement, notamment grâce au tourisme et au secteur financier. Le pays est également reconnu pour sa bonne gouvernance et son respect des libertés publiques. Alors, le climat des affaires, on y trouve une fiscalité avantageuse, un cadre favorable aux investissements et Maurice est également membre des mêmes accords commerciaux que les précédents, donc accords commerciaux avec les États-Unis, l'AGOA et avec l'Europe, l'APE, et participation aux 3 communautés économiques régionales, COMESA, SADC et la COI. Alors, en termes de taille de marché, c'est le plus petit des 3 marchés puisque l'île Maurice est un petit peu plus petite que la Réunion avec 1865 km². Par contre, la population de l'île Maurice est plus importante avec 1,26 million habitants. En termes de communication et de monnaie, les langues officielles, c'est l'anglais et le français. Et la monnaie, la roupie mauricienne, pardon, vaut 50 roupies valent 1 euro.
En termes d'infrastructure et de secteur, l'île Maurice a un réseau routier moderne et j'y étais il y a 2 petites semaines. Il se développe encore fortement. Il y a des routes qui changent apparemment très régulièrement. L'île Maurice s'attelle également à la digitalisation de ses services publics et au développement des smart cities. Et parmi les secteurs forts, on peut bien sûr citer le tourisme, les technologies de l'information et de la communication, l'agro-industrie, les énergies renouvelables, la construction et les services financiers avec pas mal d'opportunités dans le domaine des fintech. Voilà, nous passons aux indicateurs économiques. Le PIB de l'île Maurice en 2023 était de 14,4 milliards de dollars, le PIB par habitant 11 318, un taux de croissance de 6,9% et une inflation de 7%. L'île Maurice importe ses produits tout d'abord de l'Union européenne à raison de 20%, ensuite également de l'Inde et des Émirats arabes unis. Et les exportations vont d'abord vers l'Europe, ensuite l'Afrique du Sud et également vers Madagascar. En termes de relations commerciales avec la Belgique est le troisième fournisseur européen de l'île Maurice avec 11,6% des exportations européennes qui proviennent de la Belgique. On voit en termes de produits que tant au niveau des importations, des exportations, les diamants occupent une part importante parce que pas mal de diamants africains transitent par l'île Maurice. On y exporte également des véhicules et accessoires et des produits pharmaceutiques et on importe de l'île Maurice aussi du sucre et des produits d'habillement. En termes de risque, bien, on se trouve dans une situation assez similaire avec la Réunion, puisque de nouveau, on a une dépendance de l'île aux importations, on a un marché avec une taille limitée et également une vulnérabilité au changement climatique. Voilà, voilà. Donc, j'ai fait le tour rapidement. Ça, ce sont les coordonnées du bureau si vous souhaitez nous joindre. Mais je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps puisque je souhaite donner la parole à nos experts qui vont nous partager leur expérience de terrain. Alors, attention, ici, j'arrête mon partage. Voilà. Et je vais tout d'abord m'adresser à Monsieur Châtel, que je cherche pour pouvoir lui donner, voilà, PIN. Spotlight for everyone, comme ça on peut le voir. Parfait. Monsieur Châtel, pourriez-vous allumer votre caméra? On vous voit. Mais ma caméra est allumée Ah bon. et mon micro est allumé, mais je vois que mon On vous micro est entend. Votre micro désactivé. est effectivement allumé, mais on ne vous voit pas, mais c'est pas grave, c'est votre voix qui importe le plus. Oui. Donc, Alain, vous êtes le propriétaire et le patron des distilleries Châtel à La Réunion et également notre consul honoraire sur place. Donc, vous êtes bien placé pour observer les dynamiques du marché local. Et La Réunion est un département français, comme je l'ai dit, un département d'outre-mer qui bénéficie donc du soutien financier et institutionnel de la France et de l'Union européenne, avec une économie moderne, une économie diversifiée, mais qui lutte aussi contre un taux de chômage élevé. Alors, lors de ma récente visite, nous avons aussi évoqué l'importance croissante de l'économie circulaire à La Réunion. Sur une île, une approche durable est non seulement essentielle, mais également urgente. Et certains de nos interlocuteurs ont présenté l'île comme étant potentiellement le laboratoire du monde pour développer des solutions innovantes en matière d'économie circulaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Châtel? Je suis un ardent défenseur de l'économie circulaire. À l'époque où j'étais président d'une entité qui existe à l'île de la Réunion, j'avais fait venir des experts pour justement montrer l'importance que cela revêtait pour notre île. Comme vous l'avez dit fort justement, notre île est toute petite, avec des reliefs très importants. Et sur un si petit territoire, il devient plus que nécessaire de trouver des solutions à l'enfouissement, à des solutions à l'utilisation et à la réutilisation des déchets que nous pouvons avoir. Il y a des efforts qui ont été faits, mais pas suffisamment, à mon sens, et il faut à tout prix trouver des solutions à ce niveau. Donc, je pense qu'il est nécessaire et beaucoup d'efforts sont faits, mais pas suffisamment encore, pour développer la réutilisation de nos déchets, sous quelque forme que ce soit. Ça commence à se faire, mais nous n'en sommes qu'au balbutiement. Et je pense que vraiment, il y a de l'innovation à ce niveau à trouver pour vérifier et concrétiser certaines solutions.
Merci. Et comme je me disais quand j'étais sur place il y a 15 jours, notre objectif est d'identifier justement les besoins de l'île pour pouvoir faire les mises en contact utiles avec nos entreprises en Belgique qui pourraient apporter leur technologie pour justement apporter des solutions. Vous évoquez le problème de la circularité, notamment au niveau de la gestion des déchets, mais dans d'autres secteurs, j'imagine, tels que l'eau, etc., on a aussi un besoin de circularité. Mais effectivement, euh, la Réunion, compte tenu de l'évolution de sa population, la Réunion va subir sûrement et assez rapidement un des problèmes, comme l'île Maurice d'ailleurs, comme Madagascar connaît déjà, des problèmes sur l'utilisation de l'eau. Et là aussi, il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui sont venus de Belgique. D'ailleurs, il y a une société qui est implantée depuis peu à l'île de la Réunion et qui commence, ils ne sont qu'au balbutiement, je dois rencontrer la personne qui s'occupe de ça très rapidement pour essayer de trouver des solutions là aussi. Il en existe, mais qui n'ont pas été exploitées jusqu'à maintenant parce que nous allons avoir un réel problème sur l'eau. Alors, on a fait notamment, on a fait le transvasement de l'eau de l'Est, où c'est un lieu où il pleut énormément, de l'Est vers l'Ouest. Mais on appauvrit sans enrichir. Et c'est un réel problème auquel auquel on est confronté. Tout à fait. Et je voudrais ajouter également un élément que j'ai trouvé très intéressant dans nos échanges avec nos interlocuteurs il y a 15 jours, le fait que la petitesse du marché est aussi un problème car notamment pour tout ce qui est recyclage, etc., les machines qui sont disponibles sur le marché sont surdimensionnées par rapport aux besoins du marché réunionnais. Et donc, on se retrouve avec des machines trop importantes par rapport aux besoins et demander une machine qui serait sur mesure coûterait beaucoup trop cher en fait. Et donc, sans doute ici aussi, une approche régionale avec une consolidation des marchés voisins au sein de l'océan Indien a beaucoup de sens. C'est évident. C'est évident parce que nous rencontrons notamment avec l'île Maurice, Madagascar, le problème est un peu différent. Vous les avez évoqués, mais on aurait intérêt à regrouper nos besoins, à regrouper nos demandes pour arriver à sortir des choses qui sont dans des coûts respectables et non des surcoûts. Ça se voit dans tous les domaines d'ailleurs, hein, que ce soit le domaine industriel, le domaine de l'agroalimentaire, le domaine de l'agriculture même. Nous avons des problèmes adjacents et sous-adjacents qui peuvent être regroupés pour pouvoir arriver à des choses intéressantes. La chose aussi, et puis on en avait parlé, Catherine, la chose qui est importante aussi et qu'on oublie trop souvent, c'est que l'île de la Réunion est la seule base européenne de l'océan Indien. Et pour la réexportation des produits fabriqués à l'île de la Réunion, compte tenu des avantages fiscaux dont nous bénéficions, compte tenu de l'appui financier dont nous bénéficions par l'Europe, nous avons un avantage considérable pour les sociétés belges qui voudraient s'implanter à l'île de la Réunion. Vous l'avez dit à juste titre, il y a l'octroi de mer, mais il n'y a pas que l'octroi de mer, il y a plein d'autres choses qui font que la Réunion peut constituer une base fort intéressante pour la fabrication, pour la mise en place et la réexportation vers tous les pays limitrophes. Ok. Merci, Monsieur Châtel. Et justement pour réduire les coûts d'importation, réduire les coûts de fabrication, réduire plein de choses. Voilà. Tout à fait. Merci, Monsieur Châtel. Et j'invite évidemment toutes les sociétés qui auraient des questions plus précises sur le marché réunionnais à nous les laisser dans le chat et on les adressera en fin de webinaire. Alors, je vais procéder dans le même ordre que ma présentation et on va passer à Madagascar.
avec Monsieur Thierry Lezvelt. Thierry, vous êtes installé depuis de très nombreuses années à Madagascar. Vous y avez développé vos affaires, notamment dans les domaines des énergies renouvelables. Et vous êtes également notre conseiller en diplomatie économique. Ces titres confirment votre qualité de référent en ce qui concerne le climat des affaires à Madagascar, qui, il faut le dire, est assez particulier. L'économie est principalement axée sur l'agriculture, l'exploitation minière et la pêche. Elle fait face à des défis structurels liés à la pauvreté et à l'instabilité politique, malgré un potentiel considérable en termes de ressources naturelles. Quels sont les conseils que vous pourriez partager avec nos participants? Et est-ce qu'il est par exemple indispensable d'avoir un partenaire local pour faire des affaires à Madagascar? Quels sont les points d'attention quand on travaille sur des projets, notamment qui impliquent les autorités locales, etc. Votre expérience nous est précieuse et je vous invite à la partager. Bonjour à tous. Oui, effectivement, Madagascar est un pays qui, d'une part, est fantastique, mais dans lequel il faut s'adapter. Et je vais peut-être un peu relire ce que je vous ai envoyé ce matin par mail avec beaucoup de retard, et je m'en excuse parce que j'étais très occupé les derniers temps. Donc, si l'économie est effectivement principalement axée sur l'agriculture, l'exploitation minière et la pêche, il faut savoir qu'il y a énormément d'autres activités dans le secteur tertiaire. Vous m'entendez bien? Oui. OK. Qui sont très porteurs de bonnes affaires qu'on peut développer à Madagascar. Je pense par exemple aux zones franches qui sont totalement indépendantes des aléas parfois difficiles à affronter dans le secteur privé traditionnel. Nous avons des exemples de zones franches de sociétés, enfin de chefs d'entreprise belges qui se sont installés dans le domaine des zones franches, qui font des affaires très fructueuses dans ce pays. Principalement, par exemple, là, nous en connaissons un parce que nous avons installé l'énergie renouvelable chez eux, qui sont spécialisés pour les vêtements de travail très spécialisés pour la médecine, les pompiers, etc. Et qui donc importent hors taxe, sans droit de douane, etc., les produits de textile depuis n'importe où dans le monde, les retravaillent ici dans la zone franche avec la main-d'œuvre locale malgache qui est très bon marché et qui réexportent vers leurs clients qui ont besoin de ces produits-là. Il y a également des fabrications de semelles orthopédiques, il y a des couturiers pour les textiles de luxe, etc. Tout ce secteur-là donne quasiment pas de risque financier par rapport aux pays tels que dans le domaine de la fiscalité ou des risques financiers internes. D'autre part, il y a aussi l'hôtellerie de luxe qui a beaucoup de potentiel ici. L'hôtellerie commence à se développer, mais il y a beaucoup de place encore. Il y a plein d'opportunités. C'est un pays magnifique, donc il y a beaucoup de choses à découvrir que le monde entier commence à s'intéresser. Il faut éviter de travailler avec l'État en direct et travailler seulement par couverture d'institutions telles que la Banque mondiale ou la BAD, par exemple. Les défis importants à surmonter ici sur place sont les problèmes infinis d'énergie et également certains accès routiers qui sont épouvantables. Actuellement, les industriels ne savent plus faire leur métier dû aux coupures incessantes de la JIRAMA, qui est la compagnie nationale d'électricité et d'eau dans ce pays. Il y a parfois 6 heures de coupure d'électricité par jour. Cela implique l'utilisation de groupes électrogènes et donc surtout un prix de l'énergie facteur x2,5 et donc une rentabilité diminuée sur les affaires. Il en va de même pour l'adduction d'eau. Il y a des régions où il n'y a pas d'eau dans la capitale. Donc, l'autoconsommation en système solaire muni de BESS, donc de stockage batterie lithium, est indispensable pour travailler sereinement. Et ça, il faut bien s'en rendre compte avant de faire des investissements ici. L'énergie, il ne faut pas y compter. Il faut être autonome et se la fabriquer soi-même. Donc, dans votre plan financier, c'est ce qu'il faut prévoir. Installer une entreprise à Madagascar est très facile. Et il ne faut pas obligatoirement de partenaire local, comme vous demandiez. Hein. Donc, moi-même, je suis arrivé ici il y a 14 ans et nous avons créé quelques sociétés sans partenaire local. Il n'y a que pour l'immobilier, où là, nous n'avons en tant qu'étranger pas accès à une propriété pleine. Là, on travaille en bail amphithéotique à l'heure de 99 ans. J'ai l'habitude de parler un peu français aussi, on dit 99. Donc, mon belge revient, 99 ans.
Un titre de séjour s'obtient très rapidement aussi en tant qu'investisseur, aussi petit soit-il. Au départ, c'est très facile d'obtenir des titres de séjour et de s'installer ici à Madagascar. Donc, il faut juste se préparer en prévoyant sa propre énergie renouvelable individuelle et rester indépendant de toute compagnie électricité locale qui n'est pas fiable du tout. Prévoir aussi pour l'eau un forage, pompage quand on a besoin de l'eau. Pour ce qui concerne les gens, on trouve très facilement du personnel qualifié. Il y a de bonnes personnes avec de bonnes formations disponibles sur le marché de l'emploi. Alors, pour ce qui concerne la corruption, j'entendais tout à l'heure que la corruption était très importante et qui faisait partie du top dans le monde. Bon, je ne suis pas dans tous les niveaux, mais dans notre niveau même, concernant les soucis de corruption, dont souvent question donc, ici en Afrique, mon expérience à Madagascar, datant d'une quinzaine d'années, est plutôt positive. Elle est toujours là, c'est sûr, mais les négociations sont douces et très supportables et surtout gentilles. Donc tout se négocie facilement. Il y a toujours ce pas de négociation à entreprendre que je peux comprendre certaines personnes n'ont pas la patience ou l'envie de négocier, mais ça c'est incontournable. Donc il faut passer par des négociations, mais qui sont, quand on arrive à gérer ça, en fait finalement très supportables et faciles. C'est un point qu'il faut gérer gentiment, sereinement, sans énervement, que les Malgaches n'aiment pas, et ça s'arrange. Donc, en bref, en étant respectueux, avec quelques patience, en tant qu'invité dans ce pays, tout se passe pour le mieux. Donc, respect et bonne organisation en fonction de certaines situations, c'est la clé pour une belle réussite dans ce pays où le climat est formidable et je ne regrette aucunement de m'y être installé il y a déjà presque une quinzaine d'années. Merci Voilà. Thierry. Mais vous évoquez la facilité d'ouvrir une société à Madagascar et la non-nécessité d'avoir un partenaire local. Mais ça, c'est surtout pour les entreprises qui souhaiteraient ouvrir une succursale ou une société malgache. Mais Oui. qu'en est-il pour les sociétés belges, les sociétés wallonnes qui souhaiteraient exporter leurs produits et leurs technologies? Est-ce que là on passe d'office pour les importations? C'est indispensable d'avoir un partenaire local, j'imagine. Alors, pour ce qui me concerne, je prendrai peut-être aussi mon exemple personnel. Nous avons une société en Belgique qui rassemble, donc active dans l'énergie renouvelable. Nous rassemblons en Europe ou en Chine ou dans d'autres pays nos matériaux que nous exportons vers Madagascar. Hein. Donc, on achète, par exemple, ici, on a une dizaine de conteneurs de panneaux solaires qui vont partir de Chine. C'est ma société belge qui l'achète. On fait livrer directement de la société chinoise sur le port malgache Nosy Be dans ce cas-là. Et on fait livrer à Nosy Be et on facture depuis notre société belge vers notre société malgache. Donc c'est bien d'être en maîtrise de ce circuit sans devoir effectivement avoir besoin d'une société malgache enfin d'une société, une nationalité malgache nécessairement sur place. Donc dans mon cas, tout reste belge, tout reste nous-mêmes. Donc on est en maîtrise de l'exportation depuis la Belgique et de l'importation depuis Madagascar. Mais on a créé une entité juridique malgache, mais qui est gérée à 100% par les Belges. Ok, donc ce serait peut-être Ce le qui est- conseil à donner aux sociétés belges qui souhaitent exporter vers Madagascar, c'est d'ouvrir une entité locale qui leur appartient, mais qui permettrait justement de faciliter les importations. Voilà, exactement. Ok, super. Eh bien, un grand merci pour ce partage d'expérience. Et on va terminer avec l'île Plaisir. Maurice. Je vais passer la parole à Michel Moreau. Michel, vous êtes notre point de contact privilégié à Maurice. Vous avez une longue expérience du business. Vous y représentez la Chambre CBLACP, on l'a dit, et vous y présidez également le Business Club belge. L'île Maurice est souvent citée comme un modèle de stabilité économique dans la région. Elle a su diversifier ses secteurs d'activité en passant de la monoculture sucrière à des industries comme le tourisme, les services financiers et les technologies de l'information et de la communication. Et j'étais récemment en visite à Maurice également. Au travers de nos rencontres, on a beaucoup parlé fintech, smart cities, nouvelles technologies. Donc, est-ce qu'on peut dire que le climat, il y a un climat high-tech à Maurice? Oui, bonjour Catherine, bonjour à tous. Oui, absolument. Donc,
C'est une bonne chose d'être venu nous visiter récemment. Ça permet de sentir un peu le climat des affaires avec les quelques visites que nous avons faites. Et effectivement, je voudrais commencer par dire déjà une chose, c'est que pour toutes les personnes qui désirent investir ou exporter, parce que le sujet est un petit peu celui-là, c'est-à-dire de voir quels sont les besoins à Maurice et comment en Wallonie, en Belgique, d'une façon générale, on pourrait subvenir et proposer des nouvelles technologies. Parce que ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, le portail d'accès, c'est vraiment le DB. Le Economic Development Board, qui est l'ancien Board of Investment, est vraiment le portail d'entrée. C'est-à-dire que grâce à l'Union européenne, d'ailleurs, qui a permis que beaucoup de facilitation en termes de digitalisation des documents, etc., d'avoir accès pour les work permits, les residence permits, etc. Donc, je conseille vraiment les personnes qui sont intéressées par Maurice à visiter le site edb.org, qui est un portail très très bien fait et très riche en informations. Alors, pour revenir à disons, les sujets dont on parle maintenant, je dirais que pour parler des Smart Cities, ça s'inscrit dans un développement global que Maurice souhaite. Le développement immobilier à Maurice vise à faire de l'île une place d'affaires financière dynamique, parce que vous savez déjà que pour beaucoup d'entre nous, de sociétés belges établies à Maurice, il y a des sociétés qui se sont installées ici pour justement profiter du hub vers l'Afrique. C'est un élément très important. Vous savez que le service financier, donc forcément FinTech, est lié, c'est quand même le premier pilier de l'île Maurice maintenant, c'est 14% du PIB. Le manufacturing vient en deuxième position avec 13%, ensuite la construction environ 12%. Les TIC viennent en quatrième position avec 5-6%. Donc oui, il y a vraiment de quoi faire. Ne fût-ce que dans les Smart Cities, on parle de 14 projets qui ont été autorisés depuis 2015. Récemment, grâce à notre contact privilégié ici avec des groupes comme ENL, comme IBL, etc., nous avons pu faire profiter nos membres d'une visite de la Smart City de Moka, pilotée par ENL. Mais 14 projets déjà validés, ça veut dire que Maurice est en train de demander énormément de technicité extérieure. Ils ont besoin d'experts, clairement, dans un nombre incalculable de domaines. Parce que quand vous parlez de Smart City, bien évidemment, il n'y a pas seulement que la domotique. On voit très bien que Maurice vend beaucoup de biens immobiliers pour l'accès aux étrangers et à la propriété ici, mais ils doivent beaucoup s'améliorer en termes de finition dans les constructions, par exemple. Donc, toutes les personnes, toutes les sociétés qui peuvent apporter quelque chose dans la construction en général, dans tout ce qui est finesse de construction, nouvelles technologies de construction sont les bienvenues pour les villes intelligentes. Donc, à part les Smart Cities, bon, ils ont des parcs commerciaux et industriels qui sont développés, des villages de retraités, de résidences pour personnes âgées, des propriétés résidentielles, des installations de loisirs et d'hôtellerie. Bien sûr, il y a des hôtels d'affaires haut de gamme qui peuvent probablement intéresser des experts en la matière. À part les Smart Cities, on parlait également de ICT et BPO. Donc l'industrie en 2023 comptait quand même un nombre d'entreprises de l'ordre de 950 compagnies qui représentent quand même 33 000 personnes dans le secteur. Donc c'est un secteur éminemment porteur et demandeur d'investissement et de participation étrangère, de haute technologie. Faut savoir que Maurice a développé, si vous voulez, un réseau de fibres optiques. Chaque
foyer à Maurice est censé avoir la fibre optique. Je dis est censé parce qu'on est peut-être à 95% de couverture, mais c'est assez remarquable l'effort qui a été fait à ce niveau-là. C'est évident que si on est dans le BPO, etc., il vaut mieux avoir une très bonne connectivité. Je pense que nous avons au moins 3 ou 4 câbles sous-marins qui alimentent Maurice. Donc, effectivement, business process outsourcing, IT services, start-up avec la fintech, le e-commerce, les emerging technologies, etc. Tout ça est très demandé. Information technology outsourcing, software development, mobile application développement, tout ça, effectivement, il y a une très grosse demande. On sait que la partie BPO, Voice Call Center, etc., est en vogue ici. Vous étiez, quand vous êtes venu à Eben, il faut savoir qu'Eben, en 2005, c'était un champ de canne. Et de voir maintenant la forêt de buildings que vous avez pu voir, moi-même qui suis ici depuis 17 ans, je voyais 3 buildings par an au minimum qui étaient construits à Eben. Et donc, je vois la progression de ce pays d'une façon incroyable. Chaque année, il y a des infrastructures, le parc automobile augmente de 4% par an, les management compagnies, il y en a au moins 200. Bref, c'est un pays petit, certes, avec 1,3 million d'habitants, mais qui a besoin d'experts dans toutes ces matières, c'est clair. Et je pense que c'est très facile de venir s'installer à Maurice. J'étais en contact avec la société Zetes, que vous connaissez bien, parce que je pense que c'est eux qui font les passeports, notamment pour la Belgique. Et donc, nous avons essayé d'introduire cette société à Maurice. Et donc, cette société disait, ben, effectivement, nous, quand on est installé dans un pays, on vient apporter notre expertise, que ce soit, par exemple, pour développer l'aéroport. Vous savez que Maurice a actuellement 1,3 million à peu près de touristes, et ils ont en tête de faire venir 2 millions, voire plus. Donc, l'aéroport va devoir être, disons, agrandi. Même si c'est un tout nouvel aéroport, d'ailleurs qui a été financé par la Chine et piloté par l'aéroport de Paris. Il a 10 ans cet aéroport et il est déjà saturé. Donc voilà, les 10 dernières années ont vu des infrastructures routières absolument incroyables. En 17 ans, j'ai jamais vu autant d'amélioration d'infrastructures que sur les 6-7 dernières années. C'est absolument incroyable. Donc oui, Maurice a une résilience tout à fait exceptionnelle. Je pense que notre société, pour nous, si vous voulez, a réalisé les meilleurs chiffres d'affaires après le rebond après Covid. Et donc voilà, comme une petite anecdote que j'aime toujours partager, c'est que lorsque je voulais venir il y a 14 ans, je suis ici depuis 17 ans parce que j'étais dans l'éthanol avant. D'ailleurs, c'est une société belge qui s'appelle Alco Group, qui est toujours partenaire dans l'éthanol, dans l'usine où j'étais avant, enfin, qui a été maintenant déménagée et qui fait partie du groupe Omniken. Mais donc, oui, les Belges sont bien présents, Yann Denul notamment. Nous avons pas mal de sociétés belges qui sont ici et qui ont profité du hub africain, du hub mauricien vers l'Afrique. Voilà, donc le Business Club se tient à votre disposition. Nous sommes facilitateurs, voilà, nous ne sommes pas des experts en toute matière. On est juste humblement là pour essayer de vous aiguiller vers les bons interlocuteurs. Merci Michel. Et je confirme effectivement le rôle de facilitateur parce que quand on a des questions sur l'île Maurice, vous êtes toujours très disponible à nous assister et à répondre aux entreprises et à leurs questions. Bien sûr, en 1 heure, couvrir 3 marchés, c'est un timing assez limité. Donc, j'invite toutes les entreprises qui voudraient s'intéresser un peu plus en profondeur à l'un de ces marchés à nous contacter et on vous assistera de manière individuelle. Je ne vois pas actuellement de questions dans les chats. Je ne sais pas si Marty devait monitorer, mais je pense qu'il n'y a rien du tout à monitorer. Donc Non, voilà, je vous confirme, invite à poser vos questions maintenant, soit via le chat ou à nous les adresser ultérieurement par email et effectivement, on assurera le suivi.
Voilà, je vois rien apparaître dans le chat et dans l'espace questions-réponses. Et donc, je pense qu'on va pouvoir boucler le webinaire ici. Je remercie tous les participants et bien sûr nos intervenants pour leur éclairage sur ces marchés. Voilà, peut-être une question. Non, c'est juste un merci. Eh bien, merci à vous d'avoir été présents. C'était donc la dernière édition de notre série de webinaires sur les marchés de l'Afrique australe. Et on reviendra avec plus d'informations en 2025. On vous concocte encore pas mal de choses pour vous informer toujours mieux sur les marchés de notre juridiction. Merci à tous et une excellente journée. Catherine. Merci Catherine. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Catherine, tu pourras partager éventuellement hein, les présentations que j'ai envoyées, notamment encore ce matin sur technologie. Oui, ok, pas de souci. On fait ça. Merci Michel. Carona m'a envoyé ça très gentiment ce matin. Ça me paraît assez intéressant. On partage.